Comment passe-t-on de placardage d'affiches en décembre 1962 à l'arrestation de 18 jeunes suivis de l'emprisonnement de 12 d'entre eux? Gessner Manset écrit dans son ouvrage « La fulgurance de l'opération affichage affola, comme nous l'avions espéré, les autorités préfectorales, alertées d'ardard par ces hommes des renseignements généraux et ces gendarmes. En effet, passé la stupeur et la colère des autorités qui n'avaient pas vu venir le coup, l'enquête commence. La police interroge, fait des recoupements, intimide. Elle découvre le 27 janvier 1963 la précieuse sacoche d'Henri Armougon qui avait l'habitude de tout noter et de tout garder. Rico prévient immédiatement les camarades de sa disparition. L'année 1963 fut celle des arrestations en pleine période du carnaval. C'est le fameux complot du Mardi Gras. Le 11 février, Rico Armougon est arrêté puis incarcéré le 13. Puis du 13 février au 11 avril, 12 autres arrestations suivent. Il s'agit de Henri Pied, Hervé Florent, Manfred Lamotte, Victor Lessort, Rodolphe Désiré, Guy Dufont, Roger Riam, Gessner Manset, Léon Sainte-Rose-Fanchine, Roland Lordino, Joseph René Corail dit Coco et Charles Davidas. D'autres, comme Marc Pulvar ou Josiane Saint-Louis-Augustin, sont interrogés mais pas emprisonnés. D'autres encore, comme Marlène Hospice, sont carrément expulsés du territoire dès leur arrivée. En France et en Martinique, les interrogatoires comme les perquisitions se multiplient. Le préfet Gromelund parle alors de complot contre l'État. Pendant que ceux qui sont incarcérés subissent des interrogatoires ponctués de menaces et autres humiliations, dehors la presse se déchaîne, soutenue par les partis de droite de la Martinique. Les jeunes sont des communistes, des traîtres à la mère patrie, des ingrats, de futurs assassins, des sortes de terroristes. Les mots de communistes associés à indépendantistes, à jeunes, à Moscou, à Cuba revenaient dans les discours qui conspuaient les ojamistes. Le 9 mai, au petit matin, sans que ni leurs avocats ni les membres de leur famille ne soient au courant et sans qu'eux-mêmes n'aient été avertis, on embarque les prisonniers vers la Guadeloupe, puis vers la France, destination la prison de la Santé à Paris. Cette action incompréhensible, qualifiée de rapt par Gessner Manset dans son livre, va retourner une partie de l'opinion publique. Des voix contraires s'élèvent et organisent le soutien aux jeunes emprisonnés. Des défilés, des meetings, des articles de presse paraissent dans le Progressiste et surtout dans Justice. Des communistes engagés comme Édouard de Lépine, Félix Amar ou Georges Philippe Duval prennent la tête de la contre-offensive. L'UFM et des socialistes comme Ernest Van Ajouy les rejoignent. On organise ça et là des récoltes de fonds pour aider les familles des prisonniers laissés sans aucune ressource pour certaines ou encore pour payer le déplacement des avocats et des témoins. Le transfert à la prison de Fresnes des inculpés en juin 1963 et leur nouveau statut de prisonniers politiques leur permet d'être enfin réunis et de commencer à préparer leur défense. Ils font connaissance pour la plupart et mettent à plat leurs opinions et divergences politiques. L'OJAM apparaît alors comme une mosaïque idéologique avec des communistes, des membres du FAGA et ou de la GEM et des indépendantistes convaincus. Des désaccords surgissent entre les fidèles à la plateforme de revendication de l'OJAM et ceux qui veulent en découdre avec l'État jusqu'à l'indépendance. L'unité se maintient pourtant entre les 12 prisonniers qui signent et publient une déclaration commune avec aussi les inculpés restés libres. Le juge Ribérol trouve le dossier judiciaire léger. Il ordonne alors la mise en liberté provisoire dès le 30 juillet de 4 des prisonniers, Coco, Lordino, Sainte-Rose et Manset. Le 10 octobre, les jeunes apprennent que le chef d'inculpation de complot a été abandonné pour ne retenir que celui d'atteinte à l'intégrité du territoire. Le procès est fixé au 25 novembre, mais dans des conditions telles que d'aucuns y voient la volonté d'étouffer l'affaire. Il serait étendu sur un mois entier, ce qui accroît considérablement les frais pour les avocats et les témoins. Après une menace de grève de la faim par les 8 ojamistes restés à Fresnes, on leur propose finalement un procès en continu. Ainsi, 17 avocats de la défense et 19 témoins défilent à la barre pour défendre les accusés, dont le premier n'est autre qu'Alain Plenel.
L'accusation appuie son réquisitoire sur le caractère subversif de la structure et du caractère même de l'OJAM. Le slogan « La Martinique aux Martiniquais » symbolise bien, selon elle, le désir de sécession des accusés. Tous ces arguments sont démontés par la défense car aucun ne prouve l'atteinte à l'intégrité du territoire. Le 10 décembre, le verdict tombe. Relax pour 13 des accusés et prison ferme plus déchéance des droits civiques pour 5 autres. Le Sort, Désiré, Florent, Lamotte et Armougon. C'est la stupeur et l'indignation. Il est décidé immédiatement de faire appel. Le procès en appel débute le 17 avril 1964. 9 avocats défendent les accusés. Après une semaine de réflexion, les juges décident d'alourdir les peines de prison, mais de les assortir de sursis et de lever la privation des droits civiques. Le 25 avril, les 5 derniers membres de l'OJAM sortent de prison. À leur retour à Fort-de-France, ils sont accueillis par une foule heureuse, mais aussi par des policiers et des gendarmes en nombre. L'histoire de l'OJAM est-elle terminée? 60 ans après, quel est l'héritage de l'OJAM?